Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le présent. Ce soir, nous recevons le Barreau des Arts. Donc, c'est une association dont on va vous parler, dont les deux représentants sont ici Lucie Tréguier, qui est la présidente, et Corentin Chimel, qui est le vice-président. La semaine prochaine, nous devions recevoir Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau, et pour son essai sur Wolinski, qui est le Lambeau qui avait été prix Renaudot et prix Femina en 2018. Et donc, mais le talk ne pourra pas se faire le jeudi, il a un empêchement, il aura lieu le vendredi. Donc la semaine prochaine, exceptionnellement, le talk Instagram live aura lieu vendredi à 18h30. Mais ce soir, nous revenons au Barreau des Arts. Et donc, voilà, on nous rejoint. Donc, nous recevons Lucie Tréguier, je reprends, nous recevons Lucie Tréguier, donc, qui est présidente du Barreau des Arts, et nous recevons en même temps Corentin Chimel, donc pour une première à trois, et Corentin Chimel est vice-président de la même association, loi 1901, le Barreau des Arts. Alors, qu'est-ce que le Barreau des Arts? Vous devinez que c'est quelque chose qui a à voir avec le droit. Effectivement, il vise à promouvoir l'accès aux droits aux auteurs et aux artistes interprètes précaires ou émergents. On reviendra sur ce qu'est cette association, mais il y a d'abord une première question que je voulais vous poser, une question qui m'a toujours intrigué, c'est lorsque Jean-Luc Godard, le cinéaste que vous connaissez tous, répète à l'envi que les artistes n'ont pas de droits, mais des devoirs. Que pensez-vous, Lucie et Corentin, de cette déclaration? Une déclaration choc pour commencer. Voilà, une déclaration choc. C'est vrai que oui, c'est l'opinion d'un immense artiste, mais avec tout le respect que je lui dois, c'est vrai que il faut pas oublier que c'était quand même un artiste qui lui pouvait vivre de ses droits et pouvait en fait s'interroger sur la question même de savoir s'il y avait des droits ou s'il y avait des devoirs. Or, ce qu'on constate dans nos pratiques et ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'une grande majorité des artistes en fait n'ont même pas les capacités de se demander s'il y a des droits ou des devoirs, puisqu'ils ne peuvent même pas vivre de leur art, et c'est vraiment une large majorité. Donc c'est vrai que peut-être on peut déjà un peu nuancer le propos en le replaçant dans le contexte de cet artiste qui la prononce. Ensuite, c'est vrai que nous, on a créé le Barreau des Arts que vous mentionniez, je pense qu'on reviendra un peu dessus tout à l'heure, mais justement pour défendre les droits de ces artistes précaires. Donc oui, pour nous, je pense on affirme que les artistes ont des droits. C'est le cas de toute façon, puisque c'est vrai que le droit est codifié dans le Code de la propriété intellectuelle. Il y a des droits, je pense qu'on reviendra aussi dessus tout à l'heure, mais il y a des droits patrimoniaux, il y a des droits moraux qui s'appliquent et qui sont là pour protéger justement les artistes. Donc voilà, c'est vrai que oui, je pense que pour nous, en tout cas, les artistes ont des droits. Après qu'ils aient des devoirs, chacun se fait son opinion. En tant qu'avocate, moi aussi j'ai des devoirs, et c'est vraiment de défendre les artistes et les droits des artistes. Justement, Corentin, vous êtes, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes à la fois photographe, donc artiste, et vous êtes vice-président, je l'ai dit, du Barreau des Arts, et vous êtes aussi avocat. Donc, comment vous voyez cette phrase de Godard, vous qui avez les deux statuts? Oui, moi, ce qui m'interroge dans la phrase de Godard, à mon avis, c'est plus le rapport à la propriété, en fait, à la propriété en général, parce que dans la propriété intellectuelle, cette notion-là du droit d'auteur, on se pose aussi souvent la question par rapport au droit des brevets. Vous savez, pour breveter notamment les médicaments, donc toute la question du monopole en fait sur la création intellectuelle. Et je pense que c'est ça que, finalement, c'est ça que Godard interroge, qui est le rapport à la propriété et aussi à la notion d'héritage, parce que dans mes souvenirs, ce que Godard conteste, au-delà simplement du fait d'avoir des droits, donc peut-être des droits d'auteur sur les œuvres, c'est aussi le fait que l'œuvre va continuer, en tout cas les rémunérations qui vont en être tirées, va ensuite bénéficier notamment aux héritiers de l'artiste, etc. Et on peut se demander, par exemple, est-ce que les héritiers finalement d'un artiste méritent d'avoir cette rémunération pour l'œuvre qui a été faite par leur ancêtre. Donc ça, c'est à mon avis ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment ce rapport à la propriété, sachant quand même, pour revenir là-dessus, qu'en droit français, le droit d'auteur, c'est un des droits dont la durée est limitée, puisque la durée des droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, et c'est un des droits de propriété qui est le plus limité, finalement. Pour la partie des droits patrimoniaux,
pour la partie revenu. On va revenir sur cette notion de droit, mais donc j'ai dit que Corentin était à la fois photographe et avocat. Hein, je crois que vous exercez plus, hein, vous avez choisi de ne plus exercer, mais c'est peut-être une notion beaucoup plus souple. Et vous, Lucie, vous avez fait une licence d'histoire de l'art, donc en même temps que vos études d'avocat. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur, à tous les deux, à choisir cette notion de propriété intellectuelle parmi l'ensemble des propositions, droit public ou droit privé, qui sont proposées lorsqu'on fait des études de droit? Oui, je pense que pour nous deux, c'était une évidence en fait de choisir la propriété intellectuelle, puisque bon, je vais parler pour moi, mais donc j'ai décidé aussi de faire une licence d'histoire de l'art parce que j'avais cette passion pour l'art, et en parallèle, donc je faisais des études de droit. Et c'est vrai que après ce double cursus, c'était un peu évident de me diriger vers la propriété intellectuelle, puisque j'étais passionnée par des artistes et des droits des artistes. Donc voilà, pour moi, c'était assez évident. L'art joue une place très importante dans ma vie. Et voilà, donc voilà la raison pour laquelle on s'est retrouvés. Et d'ailleurs, c'est en master, donc on a fait tous les deux un master 2 de propriété intellectuelle. Et c'est en master qu'on s'est rencontrés avec Corentin. Et je pense que c'est dès le master, en fait, que l'idée du Barreau des Arts a commencé à germer en lien avec justement les artistes qu'on côtoyait, nos amis qui étaient dans le milieu de l'art. Voilà, et Corentin aujourd'hui qui est vraiment, les deux pieds dedans aujourd'hui. Ouais. Donc, oui, excusez-moi, allez-y, Corentin. Non, c'est vrai, non, pour compléter, c'est vrai que bon, dans mon parcours, c'est vrai, essentiellement notre parcours qui ont contribué à créer cette association. Moi, je suis musicien, je fais depuis que je suis tout jeune, j'avais grandi dans un environnement artistique aussi. Et finalement, alors c'était un choix, voilà, après le lycée, comme bien beaucoup, je pense, d'artistes décident aussi de ne pas partir dans des études d'art parce que ça peut faire peur aussi, hein, en termes de débouchés, en termes de réalité professionnelle aussi. Et donc le droit, c'est un peu imposé à moi. Et dans le droit, à force de pratiquer et de côtoyer d'artistes, évidemment, la propriété intellectuelle, c'est aussi imposé. Et ensuite, j'ai, comme vous disiez, arrêté après quelques mois d'exercice. Bon, c'est des études longues, hein, il faut quand même comprendre. On parle de 5 ans d'études pour être spécialisé dans un domaine. Après, il y a l'école des avocats. Et ensuite, on commence, après on prête serment. Et donc, j'ai choisi effectivement de repasser de l'autre côté et de travailler maintenant comme photographe. Mais c'est vraiment cette réalité qu'on a découverte via nos proches, via nos pratiques personnelles qui nous ont qui nous ont poussé à créer cette association. Et alors, on parle de propriété intellectuelle, mais qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? On pourrait peut-être revenir maintenant que qu'on s'est présenté, qu'on sait que là on discute avec Lucie Tréguier et la présidente du Barreau des Arts et le vice-président Corentin Chimel. Maintenant, on sait que l'on parle de propriété intellectuelle, que c'est votre spécialité. Est-ce que là, vous pouvez définir ce qu'est cette fameuse propriété intellectuelle? Oui, la propriété intellectuelle, en fait, c'est une notion qui est plus large que seulement les droits d'auteur, puisque ça recoupe un ensemble de matières. Donc, évidemment, les droits d'auteur, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est notre spécialité. Mais c'est vrai que c'est aussi la propriété industrielle. Donc, c'est par exemple le droit des marques, ce que mentionnait aussi Corentin tout à l'heure, le droit des brevets. Donc tout ça, ça fait partie du grand ensemble de la propriété intellectuelle. Après, dans la propriété vraiment intellectuelle, donc au sens littéraire et artistique, c'est vraiment le droit d'auteur et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et parmi, au sens du droit d'auteur, il y a deux droits, on peut un peu diviser en deux branches et c'est à la fois les droits patrimoniaux. Donc les droits patrimoniaux, c'est tous les droits de représentation, de reproduction, voilà, c'est tout ce qui est vraiment patrimonial, ce qui permet aux artistes de vraiment développer leur œuvre, d'en vivre. Et il y a évidemment les droits moraux, donc qui sont, c'est une notion un peu plus charnelle en fait, c'est la notion d'attachement de l'artiste à son œuvre vraiment, et c'est là notamment le droit à l'intégrité de l'œuvre, donc c'est protéger l'intégrité de l'œuvre, aussi le droit à la paternité. Donc le droit pour l'artiste de choisir s'il veut ou non voilà, de diffuser son œuvre sous son nom ou pas, ou sous un pseudonyme. On connaît tous voilà, Romain Gary, voilà, ce genre de situation. Donc c'est vraiment les deux grosses branches du droit d'auteur au sein d'un plus grand ensemble qui est celui de la propriété intellectuelle au sens industriel et littéraire et artistique. Alors, vous avez créé votre association
sur quel modèle alors? Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, vous étiez allé en Australie et ce que vous avez créé, parce que ce qu'il a, là, je vois dans le chat des remarques, voilà, c'est boring, etc. Mais on reviendra là-dessus, hein, parce que c'est effectivement pour les artistes, il me semble-t-il, ne se préoccupent pas suffisamment de leurs œuvres et donc tout cet aspect leur semble très éloigné du leur, mais pourtant, nous, on sait à l'école, on a une consultation d'ailleurs qui s'organise, qui permet à nos étudiants d'aller voir un avocat qui gratuitement pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent, parce que beaucoup sont bien embarrassés aussitôt qu'ils doivent avoir à traiter ce genre de choses. Donc toujours est-il, je voudrais revenir à cette idée. Mais le chat, il sert à ça aussi, il sert à pointer tout ce qui peut poser problème. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est, oui, sur quel modèle avez-vous créé le barreau des arts? Alors, juste pour revenir sur l'idée de boring et de droit, je pense qu'on peut direct attaquer sur cette notion-là. Et merci à la personne qui nous dit ça, parce qu'on ouvre le débat et c'est intéressant. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle on a créé le barreau des arts, c'est justement pour essayer de briser un peu cette énorme fracture qu'il y avait entre le monde du droit et le monde de l'art qu'on constatait, Corentin encore plus que moi puisque lui-même est artiste. Donc c'est vrai on le constate tout le temps et du coup en fait ce qu'on veut faire avec le barreau des arts c'est vraiment de tendre une main aux artistes pour qu'ils disent que le droit c'est pas si boring que ça comme dit la personne qui nous écoute et que voilà le droit en fait est là pour les protéger vraiment et il faut qu'ils s'en emparent puisque c'est en fait la manière dont ils peuvent valoriser leur œuvre et finalement vivre de leur art. Donc, oui, voilà. oui. Et donc, pour ce petit point. Et parce que, et il faut pas oublier que vous êtes des bénévoles, hein, donc je crois que c'est aussi ça que j'ai pas traité parce que pour moi c'est pour cela aussi que je vous ai invité, hein, donc parce que c'est quelque chose de très étonnant ce bénévolat, là, tout le temps que vous passez à promouvoir votre association, le temps que vous m'accordez ce soir et et les essais que l'on a fait ensemble, etc. C'est j'imagine dans des emplois du temps qui sont déjà bien remplis. Donc sur quel modèle avez-vous créé cette association bénévole pour aider les artistes? Donc, je confirme qu'on est tous bénévoles. Concernant le modèle sur lequel on a créé l'association, effectivement, c'est en fait des structures comme ça existent dans différents pays, notamment aux États-Unis. C'est la première association similaire qui a été créée, et en Australie. Et moi, c'est vrai que j'ai eu l'expérience en Australie, donc je peux un peu plus parler du modèle australien, mais c'est vraiment une association similaire, donc avec les petites distinctions qui découlent notamment du droit applicable, etc. Évidemment, il y a des différences, mais c'est vrai que le modèle australien, c'est vraiment pour aider les artistes australiens, avec une petite dominante pour eux sur l'art aborigène, qui évidemment, cette problématique se pose pas, et pour eux, c'est un gros sujet, puisque les droits aborigènes sont un peu différents, et que voilà, il y a une grande partie d'artistes aborigènes, mais c'est vrai que c'est sur le modèle de cette association que le Barreau des Arts a été créé, avec voilà cette volonté vraiment de donner des conseils, comme vous disiez, pro bono, donc c'est-à-dire gratuitement, et on est tous bénévoles, et donc tous les avocats et tous les étudiants qui travaillent au sein de l'association le sont, et ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on délivre du conseil juridique spécialisé aux artistes précaires. Et donc, qui collabore avec vous? Vous êtes un certain nombre, parce que là, vous êtes deux représentants, mais si on regarde votre site, hein, site Barreau des Arts, qui est très bien fait d'ailleurs, c'est là où on peut voir qui est bénéficiaire, comment on peut vous joindre. Tout le monde peut y aller très facilement, le site est très bien organisé. Et donc, je voulais vous dire, qui travaille avec vous? Ce sont des amis? Comment fonctionne votre recrutement? Alors, oui, sur cette question-là, peut-être déjà avant de répondre à ça, mais ça s'adresse uniquement à des artistes qui sont en situation de précarité. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû définir. Pour définir ça, on est axé sur ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. C'est technique, mais je pense que c'est important de le mentionner. L'aide juridictionnelle, c'est un montant qui est donné par l'État à des justiciables qui n'ont pas les moyens de payer les frais de justice par eux-mêmes. D'accord ? Donc, si vous voulez déjà, sur le site internet, il y a un simulateur qui permet à l'artiste de vérifier s'il est éligible à nos services. Voilà. Donc ça va prendre en compte les revenus dans le foyer fiscal de référence. Vous voulez dire que vous prenez pas Daniel Buren? Voilà, effectivement. Et ça, c'est important de le dire, parce que si vous voulez, nous, on se positionne en association, donc qui est composée, je vais revenir après là-dessus, mais d'avocats bénévoles et d'étudiants bénévoles.
Mais nos services sont gratuits. Nos services n'ont pas vocation à faire concurrence d'ailleurs aux avocats qui, eux, sont rémunérés pour leur travail. Voilà. Donc, nous, on s'adresse effectivement à des artistes précaires qui n'ont pas, concrètement, qui n'ont pas l'argent pour payer un avocat. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, et ils peuvent faire une simulation pour le vérifier sur l'honneur, et uniquement sur des questions de droit d'auteur, de droit voisin au droit d'auteur. Les artistes peuvent être français ou étrangers. Je crois qu'il y avait une question là-dessus qui est passée, pas exactement. En tout cas, nous, c'est que sur du droit français, mais si c'est un artiste international, il n'y a pas de problème, on peut traiter. Ensuite, comment ça marche concrètement? On a deux réseaux principaux. Un réseau d'avocats en fait les avocats du barreau de Paris, puisqu'on est en partenariat avec le barreau de Paris Solidarité, donc la branche Solidarité du barreau de Paris. Et ensuite, un réseau d'étudiants spécialisés en propriété intellectuelle, donc qui sont des étudiants de Master 2 de différentes universités en France, et qui eux aussi contribuent à traiter les dossiers. En pratique, en fait, l'artiste va nous contacter via le site internet que vous mentionnez, via un formulaire sa problématique juridique, en fournissant éventuellement des pièces. Ensuite, ça va être, dans un premier temps, envoyé à un étudiant donc, en propriété intellectuelle, qui va prendre contact par téléphone avec l'artiste, qui va aller plus dans le détail, ils vont s'appeler, il va lui demander des questions, il va lui poser des questions, il va lui demander éventuellement des pièces complémentaires pour bien préparer le dossier. Puis, ce dossier va être renvoyé à l'association par l'étudiant et transmis à un avocat qui va l'étudier et qui appellera l'artiste quelques jours après pour lui délivrer le conseil au téléphone de manière gratuite et précise. Ce qu'on cherche, c'est faire du conseil précis, personnalisé, individualisé. Pas une réponse un peu basique qu'on pourrait trouver sur Internet. C'est qu'un professionnel très qualifié donne une réponse à cet artiste qui ne pourrait pas avoir accès à lui par ailleurs. Et Lucie, qui est l'avocate et qui a traité pas mal de dossiers pour le barreau des arts, je pense que tu confirmes, c'est l'idée de cet échange, quoi. C'est ça, c'est l'idée d'échange. Et peut-être qu'on peut juste dire qu'on a vraiment un réseau justement d'avocats pro bono et d'étudiants qui est très important, et on les remercie tout le temps, mais c'est l'occasion peut-être de les remercier aussi si certains d'entre nous regardent, puisque c'est vrai qu'ils se donnent tous les jours pour justement donner ces conseils de manière totalement gratuite aux artistes. Donc voilà, merci pour... Bon, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est avec Lucie Treillier, la présidente du Barreau des Arts, et Corentin Chimel, qui est sa vice-président, donc une association qui s'occupe du droit d'auteur pour les artistes bénévolement. Et je voulais vous demander, alors là on était sur des questions un peu générales, est-ce que vous avez maintenant des exemples, des connaissances bien sûr, d'exemples juridiques qui sont suffisamment éclairants pour donner une idée aux artistes des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en matière de propriété intellectuelle et de droit d'auteur? Bien sûr. Il y a tellement de cas, mais je pense que moi, le dernier cas dans le cadre du barreau des arts que j'ai pu traiter, c'est un cas qui est assez significatif, puisque c'était une jeune artiste, donc évidemment qui était précaire puisqu'elle a pu bénéficier des services, qui avait discuté avec un galeriste il y a des années de la diffusion de ses œuvres, dans le cadre de sa vente potentielle, puisque c'était un galeriste. Ça s'est pas fait du tout, puisqu'il n'y a pas eu et finalement il n'y a pas eu d'accord sur la chose et le prix, il n'y a pas eu de contrat, rien ne s'est passé entre eux, mais l'artiste avait envoyé des photographies de ses œuvres à ce galeriste dans l'idée où il pourrait potentiellement collaborer plus tard. Et dans ce cadre-là, les négociations ont échoué. Bref, il n'y a pas eu de contrat, et finalement des années plus tard, l'artiste découvre que ses œuvres sont vendues sur le site internet de ce galeriste, ou en tout cas potentiellement vendues, en tout cas qu'elles apparaissent comme si elles étaient possiblement en vente. Donc c'est vrai que c'est un sujet parmi des milliards d'autres, c'est juste celui que j'ai traité la semaine dernière, donc c'est un exemple. C'est vrai que ça montre que c'est tellement flagrant et tellement souvent ce genre de cas, mais en fait souvent les artistes ils se retrouvent dans des situations totalement déséquilibrées contractuellement, où là en l'occurrence d'ailleurs il y avait même pas de contrat, mais c'est vrai que elle a envoyé des photos, elle s'est pas vraiment protégée, ce qui est normal en soi, puisque c'est vrai que on dit souvent que dans le milieu de l'art, nous c'est ce qu'on nous dit souvent, et nos clients ou les bénéficiaires du barreau des arts disent on fait pas de contrat, ça marche comme ça dans le milieu de l'art, et c'est vrai que c'est très bien de marcher sur la confiance, mais hélas on voit bien que trop souvent en fait la confiance se brise au bout d'un moment, et
et que voilà, on se retrouve dans des situations compliquées comme celle-ci. Et c'est vrai que là, ça montre ce que ça montre en termes juridiques vraiment, si ça intéresse nos auditeurs, mais c'est qu'il y a un fait de contrefaçon. Donc voilà, c'est une atteinte à ces droits d'auteur. D'ailleurs, que les œuvres soient vendues ou pas, c'est une atteinte aux droits d'auteur. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être Corentin. Oui, vous pouvez nous en donner d'autres parce que je crois que c'est très éclairant. Surtout que, bon, moi, effectivement, je fréquente beaucoup d'artistes. Aucun n'a de contrat avec sa galerie. Les galeristes qui sont aussi en souffrance sont des potentiels Madoff, c'est-à-dire que ils font la trésorerie avec les vendus, mais ils ne paient les uns que avec des délais très parfois très éloignés de la vente, et toujours est-il que ces espèces de pyramides de Ponzi qu'ils créent font que souvent les galeries font faillite sans avoir payé les artistes. Ce n'est pas pour m'en prendre aux galeristes, parce que je sais que c'est un métier extrêmement difficile, que d'ailleurs ces derniers temps, c'est vrai que aujourd'hui, avec on le en a vu fermé, très peu paraître. Dans les années 2000, beaucoup de galeries étaient apparues, et c'est de plus en plus rare parce que le risque à prendre est très difficile, est très complexe, très difficile, c'est très coûteux de monter une galerie. Donc, ce n'est pas pour m'en prendre aux galeristes, je le répète encore une fois, je sais que mais les artistes sont souvent en souffrance parce qu'il n'y a pas de contrat. D'un côté, ça leur permet de switcher d'une galerie à l'autre relativement facilement, mais en tout cas, c'est un endroit où il y a potentiellement beaucoup de conflits. Et vous, Corentin, vous avez des exemples Moi, j'ai des exemples, effectivement. Alors, aussi pour répondre à tout à l'heure, la personne pour expliquer que le droit est un outil vraiment au service, notamment des étudiants en école d'art, c'est que moi j'avais fait une école de photo effectivement également pour compléter ma formation, et j'étais avec beaucoup de jeunes artistes qui se sont retrouvés dans des situations où ils comprenaient même pas ce qui leur arrivait, c'est-à-dire qu'ils réalisaient pas qu'il y avait une atteinte à leurs droits. Alors en photographie, un des cas les plus classiques, c'est l'absence de crédit. Donc Lucie parlait du droit moral, le droit à la paternité, c'est-à-dire que quand il y a une reproduction de l'œuvre, c'est obligatoire, on doit mentionner l'artiste. Donc si c'est une photo de photographe, même de la photo d'une œuvre, on doit mentionner le nom de l'auteur de l'œuvre. Il y a eu des cas aussi très frappants. J'ai le cas en tête d'une photographe qui avait commencé à travailler pour une marque de bijoux. Elle devait réaliser 2 photos qui étaient justement à destination d'Instagram. C'était prévu comme ça, mais il n'y avait pas eu de contrat. Il y avait eu simplement des échanges par Messenger, ce qui déjà est pas terrible. Voilà. Aucune des conditions essentielles du contrat d'ailleurs était respectée. Bon, et là au milieu de la journée, elle se rend compte en fait la destination de ces photos, ça sera pas Instagram, donc le prix pour lequel elle a eu, mais c'était une campagne d'affichage sur des panneaux publicitaires dans tout Paris. Alors là, évidemment, c'est la question de, oui, mais moi, elle s'est sentie flouée. Elle s'est sentie flouée par rapport au contrat qui était prévu. Et elle a essayé de négocier. Et elle s'est confrontée à une grosse entreprise qui a mis la pression en lui expliquant très concrètement que si elle ouvrait, ils allaient griller sa réputation de photographe au milieu. Voilà. Ça, c'est des cas très concrets. Il y a un vrai déséquilibre, notamment chez les jeunes artistes qui n'ont pas notion des usages, qui n'ont pas ce bagage juridique qu'on peut aussi acquérir par la pratique. Et voilà, ils sont confrontés à ces réalités-là. L'avantage de pouvoir avoir un avocat qui tout de suite, au moins, donne des conseils, permet de rééquilibrer ce rapport de force. Après, sur des exemples, il y a des exemples plus Allez-y, parce que je crois que c'est ça qui parle davantage encore, c'est la multiplication des exemples. C'est ça. Alors, sur l'histoire de l'intégrité de l'œuvre, il y a un exemple qui est assez intéressant. C'était un artiste qui avait réalisé une fontaine, en fait, donc une sculpture dans une ville, je crois que c'était dans le sud de la France, il y a quelques années. Et la commune a changé de bord politique, et c'est une mairie Front National qui était venue, en fait, Front National, et ils avaient décidé de repeindre la fontaine en bleu, donc aux couleurs du parti à l'époque, et voilà, sans aucune autorisation de l'artiste. Et ça, c'était vraiment une atteinte, donc un acte de contrefaçon, puisqu'il y a eu un usage non autorisé, en fait, non autorisé de l'œuvre, et une atteinte donc à l'intégrité de l'œuvre, puisqu'on ne pouvait pas, sans accord de l'artiste, repeindre cette fontaine. Voilà. C'est pour vous donner des exemples un peu concrets. Oui, tout à fait. C'est ce qui intéresse beaucoup des étudiants qui nous écoutent ou même du public qui nous écoute, parce que effectivement, le droit est quand même un domaine très spécialisé avec un champ sémantique qui lui appartient, un champ lexical parfois complexe. Donc, il est très important que vous citiez des exemples pour que tout le monde saisisse qu'il peut être concerné et qu'il a un droit de réponse, qu'il n'est pas là pour subir. Mais c'est vrai que...
Non, au-delà de tous ces exemples, donc là, l'exemple par exemple que tu citais, Quentin, c'est un exemple jurisprudentiel, donc c'est pas un exemple du barreau des arts, c'est un exemple de cas qui est allé devant les tribunaux et qui est très intéressant parce qu'il montre bien l'intégrité. Mais juste pour préciser, nous, dans le cadre du barreau des arts, on ne donne pas de conseils contentieux. Donc on ne représente pas les artistes, on donne vraiment du conseil pré-contentieux, donc voilà, au stade contractuel. Et au stade précontentieux, donc avant d'aller devant les tribunaux. Ce qui est intéressant aussi, à préciser, c'est que les artistes qui viennent nous voir, ils peuvent venir pour des questions vraiment du conseil. En fait, ils peuvent venir puisqu'ils ils veulent comprendre ce que signifie leur clause de cession qui leur est proposée par leur co-contractant. Savoir comment protéger leurs œuvres. Est-ce qu'il y a des moyens de prouver l'antériorité d'une œuvre, par exemple, ce genre de cas. Donc il faut bien que les artistes qui nous écoutent comprennent que voilà, s'ils sont précaires au sens dont Corentin parlait tout à l'heure, donc s'ils pourraient toucher l'aide juridictionnelle, qui est notre critère, ils peuvent venir avec toutes sortes de questions voilà, en matière précontentieuse vraiment et en matière de droit d'auteur évidemment. Mhm. Oui, il y a pour préparer notre talk, j'ai dialogué avec une avocate qui s'appelle Ryan Merali, qui est avocate spécialisée en propriété intellectuelle et qui avait publié un guide pratique des droits et du statut des artistes plasticiens aux éditions du Net en 2014. Et elle me disait qu'elle se demandait parfois si les artistes avaient vraiment un intérêt pour la protection de leurs œuvres, parce que parfois il semblerait qu'ils soient très négligents. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous rencontrez des artistes qui sont négligents avec la propriété de leurs œuvres, ou est-ce que vous rencontrez plutôt des gens, évidemment vous les voyez en contentieux, donc, mais par rapport à ceux que vous côtoyez, est-ce que vous avez des artistes qui vous mettent du type boring, ou est-ce que non, vous les sentez de plus en plus concernés aujourd'hui? Je pense qu'ils sont concernés. Je pense que les artistes sont concernés et ça se voit puisque les artistes se rassemblent de plus en plus. Il y a de plus en plus de collectifs d'artistes. Donc non, les artistes sont concernés. On le voit aussi, par exemple, avec les adoptions des textes. Par exemple, la directive droit d'auteur, à l'époque, lorsqu'il y avait de grandes discussions, les artistes se sont massivement rassemblés contre certaines des dispositions de cette directive. Donc non, je pense que les artistes s'intéressent. Là où il y a un manque, vraiment, c'est un manque, je pense, de connaissances. Donc après, est-ce que dans les écoles, le droit est suffisamment enseigné? On comprend aussi que évidemment, c'est pas le cœur des priorités des artistes. Et c'est vrai que souvent pour les étudiants, c'est difficile en fait de se dire que c'est ça vraiment qui va leur permettre de vivre en fait, que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir valoriser leurs œuvres et en vivre. Donc voilà, évidemment pour les artistes, et je le comprends tout à fait, mais c'est plus intéressant, je pense, de se concentrer sur vraiment la création. Et c'est pour ça, nous, ce qu'on veut faire, autant moi en tant qu'avocate dans ma pratique, mais dans le cadre du barreau des arts également, on veut vraiment leur donner les outils pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font de mieux. Après, c'est important quand même que les artistes s'outillent suffisamment pour pouvoir faire face tout seul après à des situations et que voilà, dans l'idée, il faudrait que nous on intervienne que s'ils ont des problématiques ou des difficultés. Mais vu qu'il y a quand même un défaut de connaissance qui est important et qui est pas du tout à cause des artistes, donc non, je pense pas qu'ils soient négligents. En tout cas, la grande majorité, ils sont pas négligents. Mais en tout cas, vous pensez que la jeune génération est plus attentive, ou... La jeune génération est très attentive, je pense. Oui. Corentin, moi, des exemples que je vois, il y a toujours des gens qui s'en fichent. Hein. Évidemment, il y a toujours des gens pour qui ça sera secondaire. Il y a aussi des gens qui auront peut-être la même idée que Godard dont on parlait au début, en disant bah voilà, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de défendre mes droits. Je considère que c'est libre et puis c'est comme ça. Moi, je remarque quand même que beaucoup d'artistes autour de moi s'intéressent, posent des questions, essaient de comprendre. Ils sont pas forcément justement aidés par les outils qui sont à leur disposition parce que le droit c'est très complexe et finalement si on comprend pas très bien ce qu'on lit, ça va pas aider à faire. Mais il y a notamment sur les réseaux sociaux, moi je vois beaucoup de groupes d'entraide entre artistes, des gens plus expérimentés qui partagent aussi leur expérience. Donc ouais, je sens un intérêt. Effectivement, je sens un intérêt. Pour les écoles, c'est une d'ailleurs des recommandations du rapport Racine aussi à la fin où ils disent bon, les écoles aussi doivent proposer un enseignement porté sur le juridique, sur des notions peut-être plus business, parce que l'artiste, je pense aujourd'hui, on peut le regretter ou pas, moi je prends pas position, mais doit comprendre qu'il est aussi
dans une situation de devoir maîtriser plusieurs outils au-delà du seul outil créatif. Il doit savoir le valoriser, il doit savoir protéger ses droits, il doit savoir communiquer. Enfin, vous voyez, on est dans cet environnement-là aussi. Jean Deloisy, le nouveau directeur, a d'ailleurs créé une filière professionnelle au sein de l'école des Beaux-Arts de Paris pour que, avec une filière aussi métier de l'exposition, pour que toutes ces notions soient prises en compte. Là, il y avait une question intéressante dans le chat. Il y avait, est-ce que vous pouvez préciser le rôle de la DAGP? Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez ou c'est hors oui, sujet? oui. Enfin, non, on peut répondre à cette question rapidement, je pense. Nous, on s'inscrit vraiment en parallèle en tant qu'avocat et en tant que barreau des arts, on s'inscrit en parallèle de la DAGP. La DAGP est comme toutes les sociétés de gestion collective des artistes. Donc la DAGP, c'est pour les artistes plasticiens, mais il y a la SACEM pour les musiciens. Il y a voilà un certain nombre de sociétés de gestion qui sont très importantes puisqu'en fait leur rôle principal en tout cas, c'est de collecter les droits les droits. Donc c'est un peu comme les royalties. Je pense que les personnes qui nous écoutent, souvent les non-juristes appellent ça royalties. C'est vraiment les droits d'auteur. En fait, c'est de collecter les droits. Donc un exemple peut-être qui sera peut-être un peu plus parlant, c'est par exemple s'il y a une œuvre qui est publiée sur un site sans l'autorisation particulière de l'auteur. Bon, ça peut être de la contrefaçon, etc. Mais la DAGP est là en fait pour contrôler que ces œuvres ont été ou non publiées, et si elles ont été publiées, ils vont demander un pourcentage, voilà, une certaine rémunération sur le fait que l'œuvre, enfin en fait ça sera souvent une photographie d'une œuvre, ou si l'auteur est photographe, ça sera une copie de la photographie. Donc voilà, c'est vraiment des sociétés de gestion collective. Et ils ont plein, la DAGP et la SACEM et autres sociétés de gestion ont plein d'autres rôles, mais leur rôle principal c'est ça. Ils ont aussi, je crois d'ailleurs, ils donnent des consultations, puisqu'ils ont des juristes sur place évidemment, qui donnent aussi des consultations aux auteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ne sont membres des sociétés de gestion que ceux qui sont vraiment membres des sociétés de gestion. Donc c'est vrai que souvent, les très jeunes artistes, donc qui sont plutôt ceux qui pourraient bénéficier des conseils du barreau des arts, ne sont pas nécessairement membres de la DAGP, puisqu'ils n'ont, en fait, il n'y a aucune raison d'être membre d'une société de gestion quand on a très peu de revenus. Voilà. Nous, on vient se positionner aussi en complément de ces sociétés-là, notamment sur le juridique, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours les moyens de donner aussi précis. Il y a des barèmes qui peuvent être proposés, donc il y a des ressources évidemment qui sont proposées aux artistes. Il y avait une question aussi dans le chat du coup de savoir si nous on donnait des formations sur ces sujets-là, et je pense que c'est complémentaire à votre question. Oui, on le fait, on intervient dans des écoles d'art. Ce matin, on a fait une conférence dans une école d'art pour donner justement ces notions, ces grandes notions du droit d'auteur appliquées aux différents domaines que peuvent toucher les écoles, pour que assez tôt les étudiants en école d'art aient des réflexes et aussi une compréhension du vocabulaire qui peut être un peu technique, mais bon, si on l'apprend, on peut l'apprendre. Et voilà, et rapidement, dès le début de leur parcours, puissent comprendre l'environnement juridique dans lequel ils vont évoluer. Et donc, Lucie Tréguier, qui est la présidente du Barreau des Arts, et Corentin Chimel, qui est le vice-président du Barreau des Arts, et de le Barreau des Arts, et qui sont avec nous ce soir. Je voulais vous demander, vous leur conseillez vous conseillez aux jeunes artistes s'ils rentrent en galerie, de signer un contrat, ou vous êtes plutôt pour cette souplesse? Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes artistes qui viennent vous voir, qui vous disent voilà, on m'a proposé de rentrer dans telle ou telle galerie, est-ce que vous insistez pour qu'ils aient un contrat, ou vous acceptez cette forme de souplesse, tout ce qui est un peu à la fois les travers du milieu de l'art, c'est-à-dire le délit d'initié, chez nous ça existe, on le voit bien dans les salles de vente, et ça conduit à beaucoup d'excès. Vous voyez, toute cette, à la fois cette souplesse, mais qui fait parfois une sorte du monde de l'art à Far West. Oui, nous, on accepte, ils font ce qu'ils veulent, les artistes, tant qu'ils nous demandent pas notre avis, on n'a pas vraiment à le donner. Et si ça fonctionne pour eux de pas avoir de contrat, très bien pour eux. Mais est-ce que vous les conseillez? Oui, évidemment, on les conseille de signer un contrat. Après, je pense qu'il faut que les artistes peut-être n'imaginent pas qu'un contrat, ça va être 50 pages de choses incompréhensibles qui vont être en plus en leur défaveur. Voilà. Un contrat, ça peut être très très simple.
un contrat, ça peut être sur une page. Et d'ailleurs, un contrat, ça peut être sous plusieurs formes. En soi, ça peut être sous forme d'un mail. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui est formalisé. Et s'il y a une cession de droits, il faut vraiment que ce soit formalisé. Mais certains contrats, voilà, en tout cas, c'est mieux que rien d'avoir, en tout cas, quelque chose par écrit. Après, voilà, je pense il faut leur recommander de signer. Et je pense que peut-être les jeunes artistes, en tout cas, parfois se disent que ça va être mal perçu de signer un contrat et ils veulent pas entraver une potentielle relation qu'ils pourraient avoir avec un galeriste ou avec voilà un acteur un peu plus établi du marché de l'art. Et ce que peuvent envisager les artistes et ce qu'ils peuvent comprendre, c'est que parfois le fait de se mettre comme ça dans une position de vraie négociation avec leur partenaire, en fait, ça leur donne aussi de la force. Et du coup, ça leur donne de la force dans la potentielle négociation. Ça peut leur donner voilà, de la force pour être mieux rémunérés, pour faire valoir les droits d'une meilleure manière. Donc, je pense que les artistes, il faut pas, en tout cas, qu'ils hésitent à consulter des avocats et consulter le barreau des arts s'ils sont précaires et faire valoir leurs droits. Donc, oui, demander des contrats, même si on leur dit que dans le milieu, ça se fait pas comme ça et qu'ils ils ont jamais signé de contrat avec personne. Et je voulais vous poser aussi la question, parce qu'on a de plus en plus à l'école des beaux-arts des artistes qui créent des formes opératiques, hein, un peu comme Animoff, ou voyez, c'est-à-dire des formes qui sont à la fois entre les arts visuels, les arts vivants, et donc et qui condensent son, voix, corps, objet. Est-ce que il y a des différences fondamentales en droit entre les arts visuels et les arts vivants, ou c'est finalement la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, il est un élément qui relie le tout? Bah, là-dessus, finalement, je pense qu'on peut-être qu'à la marge, effectivement, même sur des décisions de justice, on pourrait trouver des différences forcément, parce que c'est très critique aussi en fonction des œuvres. Après, en fait, les grandes conditions de protection d'une œuvre en droit d'auteur, il y en a deux, c'est la condition de l'originalité. Donc là, ça se résume souvent par l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur l'œuvre et le fait que ça soit fixé, qu'elle soit matérialisée. Voilà. Bon, donc, alors, en pratique, je crois que non, a priori, la protection est similaire, les conditions de protection sont similaires, la durée des droits est similaire, vous voyez, tout ça. Donc moi, je vois pas une On retrouve différence. beaucoup de constantes. En termes juridiques, après, ça peut être du cas par cas. Lucie, si tu as... Ouais. Non, évidemment, c'est du cas par cas, mais c'est vrai qu'il y a aussi une frontière qu'on voit parfois un peu trop stricte entre les arts vivants et les arts visuels, alors que en réalité, on le voit notamment avec les performances, avec les œuvres globales dont vous parliez peut-être un peu tout à l'heure. Souvent, en fait, c'est un peu un mélange entre les arts visuels et Tout les à arts fait. vivants. Vous savez, les deux derniers prix des Biennales de Venise étaient des formes opératiques. Hein. Voilà. Animoff pour le pavillon allemand il y a, je sais plus, 4 ans, et ensuite le pavillon lituanien qui était aussi une forme opératique, qui était une sorte de juste opéra, hein, où les corps étaient constamment en représentation. C'est pour cela que j'évoquais la chose. Donc oui, non, je suis d'accord avec Corentin. Je pense que en tout cas, la manière les conditions de protection et la protection effective, donc les droits patrimoniaux sur ces œuvres et les droits moraux sont les mêmes. Et d'ailleurs, le code de la propriété intellectuelle, en fait, pour savoir quelles œuvres sont protégeables, donc au-delà du caractère d'originalité qui est vraiment la condition qui s'applique à chaque fois pour toutes les œuvres, il y a une liste en fait d'œuvres protégeables. Mais cette liste, c'est pas du tout une liste exhaustive en fait. Et je crois d'ailleurs que l'article dit notamment voilà telle chose. Et on le voit. Donc c'est le code de la propriété intellectuelle, il est assez ancien, même s'il il y a des modifications qui sont faites régulièrement. Mais c'est vrai que cette liste, elle est suffisamment large et suffisamment rédigée, oui voilà, de manière assez large pour pouvoir inclure aussi toutes les nouvelles formes d'art. Avec notamment voilà l'art numérique, tout ça qui était clairement pas prévu au moment où cet article a été rédigé. Donc voilà, le droit d'auteur protège très largement les auteurs et voilà, donc non, il n'y a pas Qu'ils soient vraiment visuels ou vivants.
Oui. Qu'ils soient visuels ou vivants. Après, juste peut-être enfin, c'est pas une distinction entre les deux, mais c'est un droit qui s'accumule pour ce qui est des arts vivants. C'est que l'exécutant des arts vivants, donc le comédien, enfin voilà, celui qui va vraiment réaliser ou celui qui va réaliser la performance, il va avoir en plus de l'œuvre qui est protégeable au sens large, l'exécutant va avoir des droits. Et ça, c'est ce qu'on appelle les droits voisins. Donc voilà, sur ces droits, c'est des droits qui sont un peu différents, qui s'accumulent. La durée pour le coup est différente, mais en fait c'est des droits au-delà de cette protection de l'œuvre. Donc l'œuvre art vivant sera protégée et au-delà, les comédiens, les exécutants auront cette protection. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, donc Corentin Chimel et Lucie Treillet du Barreau des Arts, qu'est-ce que vous pensez du droit de monstration? Vous voyez, ce revenu que l'on refuse aux artistes français, que sa mise en place semble très longue. Vous pouvez, si vous voulez avoir la gentillesse de définir ce qu'est ce fameux droit de monstration, c'est un droit de visibilité d'une certaine manière. Est-ce que vous pouviez, c'est un débat que l'on retrouve en ce moment à la rue de Valois, enfin, et qui semble, le dossier avance, n'avance pas. Qu'est-ce qu'il en est de cela? Oui, effectivement, c'est un dossier qui, je crois, n'avance pas trop. En tout cas, qui est très très lent à avancer. C'est peut-être pour préciser aux personnes qui nous écoutent le droit de démonstration. Donc en fait, dans le code de la propriété intellectuelle, en fait, il y a le droit de représentation qui en soi pourrait inclure le droit de monstration. Mais le droit de monstration, en fait, c'est le fait que les artistes puissent valoriser leurs œuvres lorsque celles-ci sont exposées mais ne sont pas vendues. Donc c'est-à-dire dans le cadre d'une exposition, tant que l'œuvre n'est pas vendue, les artistes ne peuvent pas toucher un revenu. En tout cas, c'est jamais non, je pense que c'est jamais prévu. Moi, j'ai jamais vu un contrat où il y avait un droit en tout cas en France, où il y avait un droit de monstration comme ça. Après, c'est des discussions qui sont, je crois, un peu au cœur des débats au ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture a assez récemment, je crois, encore publié un nouvel article à ce sujet en proposant une somme qui serait en fait une somme plafond qui permettrait de rémunérer les artistes dans le cadre de ces expositions. Donc cette somme, elle dépend de plein de critères et notamment si l'exposition c'est eux seuls, donc c'est seulement un artiste, ou si c'est dans le cadre d'une exposition plus globale avec différents artistes, les sommes varient. Oui, je trouve que c'est effectivement un peu symbolique aussi du rapport de force entre, je dirais, l'artiste et l'institution culturelle ou le musée ou etc. qui fait que c'est possible, effectivement, pour de présentation publique en fait de l'œuvre, c'est-à-dire, comme disait voilà, Lucie, d'être rémunéré pour présenter l'œuvre au public, mais beaucoup, on va considérer que, bon, déjà, on le fait, on la présente, ça va être un gain, ça va être une visibilité. Il y a déjà un bénéfice en fait pour l'artiste, au-delà du bénéfice, je dirais, financier. Voilà. Après, est-ce que c'est des pratiques qui vont changer? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des débats. Je crois que ça existe. C'est plutôt mis en place dans d'autres pays. J'avais vu qu'au Canada, c'est des choses qui existent. En France, ça a l'air de progresser rapidement. Je crois que la DHGP, justement, s'était prononcée plutôt en faveur récemment également. À voir. Ça rentrera dans le cadre de négociations, en fait, aussi entre acteurs du milieu culturel. Mais c'est sûr que, bon, en tant qu'auteur, évidemment, je serais plutôt favorable à ça. C'est sûr que ça peut faire des revenus complémentaires, et même pour l'artiste, c'est à chaque fois le fait de créer son œuvre, bah, c'est toujours des dépenses, c'est toujours du déplacement, du temps, et parfois sans résultat, sans une vente à la fin. Et tout ce temps-là, il n'est pas comptabilisé, il n'est pas rémunéré. Donc forcément, pour l'artiste, c'est un vrai manque également. Hein. Voilà, une autre question, je vous pose des questions qui sont plus généralistes, hein, mais c'est parce que ça m'intéresse d'avoir le point de vue de jeunes juristes qui ont créé cette association de bénévoles pour défendre le droit d'auteur des artistes précaires. Mais ce que je voudrais savoir, surtout puisque vous êtes très jeune, je voudrais comprendre aussi qu'est-ce que vous pensez du droit de citation, voire de copie qu'utilisent les artistes visuels. Est-ce que pour vous les idées sont de libre parcours et que finalement chacun peut utiliser comment vous voyez enfin parce qu'on voit sur Instagram de plus en plus de peintres qui reprennent des photos qui sont disponibles. Et donc, vous voyez, il y a
tout ce rapport entre les images impatientes qu'on retrouve sur Instagram, qui sont au flux, et puis les images patientes qui sont ensuite élaborées par l'artiste. Comment vous voyez tout cela, vous, l'avenir de ces choses-là? Est-ce que vous pensez que ça peut circuler? Déjà, en fait, l'exception de courte citation pour replacer dans le contexte, effectivement, on a dit qu'il y a un droit d'auteur, les artistes ont des droits sur leur œuvre, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a certains cas dans lesquels l'auteur ne va pas pouvoir empêcher l'utilisation de son œuvre. Donc, il y a notamment, ça peut être pour une œuvre audiovisuelle, on va dire un film, le fait qu'il soit projeté dans un cercle de famille, donc bon, on imagine en famille avec 2-3 copains, dans un cercle privé, là, on ne va pas pouvoir empêcher la diffusion du film. Pour la partie image, c'est un peu compliqué. Alors, un autre exemple, ça peut être, par exemple, un court extrait d'un texte, si vous voulez. Voilà, on va citer un texte dans le cadre, je sais pas, d'un discours ou dans le cadre d'une émission de radio, etc. On va citer un texte. Bon, là, a priori, l'auteur va pas pouvoir trop s'empêcher. Le problème, si vous voulez, dans la partie visuelle, c'est que quand on va reprendre l'image d'une autre œuvre, généralement, on va devoir la reprendre dans son intégralité. Alors, même si c'est en tout petit. Et là, il y a une sorte de contradiction entre le droit de citation et le fait de reprendre l'œuvre dans son intégralité, parce qu'on ne peut pas citer une photo ou citer une sculpture. Soit on va la reproduire intégralement, ce qui est interdit, soit on va devoir la couper, c'est-à-dire, je ne sais pas, montrer juste le bras de la sculpture ou une petite partie de la photo. Et là, ça revient à ce qu'on se disait avant, c'est une atteinte au droit moral, parce que c'est une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. On va dénaturer l'œuvre première en montrant que, je ne sais pas, 1/10 de l'œuvre. Voilà. Alors, effectivement, c'est des choses qui sont très utilisées dans beaucoup d'œuvres contemporaines. Alors à titre personnel, moi, c'est vrai qu'on peut trouver ça agréable et tout à fait intéressant. Mais comme la question là est aussi assez juridique, il faut bien comprendre que pour l'artiste qui voudrait reprendre l'image dans son intégralité, a priori, il peut pas. Voilà, il peut pas sans avoir. Je dis peut pas, mais il faudrait sans avoir l'autorisation de l'auteur. Hein. S'il a l'autorisation de l'auteur, il peut tout à fait le faire. Et là, il y a eu un procès retentissant, puisque Jeff Koons a été condamné à payer des indemnités je crois, à NAFNAF, parce qu'il avait repris sous forme d'une sculpture une image de cette compagnie. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le Centre Pompidou aussi, qu'il avait exposé, a été lui-même condamné à verser des indemnités à la société d'où venait l'image. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre de choses? Est-ce que vous trouvez normal que le lieu qui expose soit aussi condamné, ou est-ce que c'est un abus de droit? Enfin, vous pouvez peut-être pas vous permettre de dire ça, mais quel est votre point de vue sur ce sujet? Juste peut-être pour expliquer un peu aux auditeurs, dans cette décision, en fait, c'est une décision effectivement qui a un peu défrayé la chronique. Puisqu'elle fait vraiment la part des choses, enfin en tout cas ça montre les limites entre l'inspiration et la copie. Là en l'occurrence c'était donc une situation dans laquelle le directeur artistique de NAFNAF avait créé donc une photographie, NAFNAF la marque de prêt-à-porter, avait créé voilà cette scène avec c'était une femme qui était allongée dans la neige et il y avait un cochon qui était à côté d'elle. Bref, c'est assez intéressant. Je vous conseille de regarder sur internet les images. Et Jeff Koons avait donc repris, ou en tout cas c'est ce qui a été décidé par le tribunal, exactement cette même scène, et on avait créé une sculpture. Et cette sculpture a été exposée au Centre Pompidou dans le cadre, je crois, d'une rétrospective. Bref. Donc voilà, la question s'est posée de savoir si c'était seulement une inspiration ou si c'était vraiment de la contrefaçon, donc une vraie copie de l'œuvre de ce directeur artistique. Et le tribunal a effectivement considéré que c'était des actes de contrefaçon. Et je vous conseille vraiment de regarder, puisque là, en l'occurrence, c'était quand même relativement flagrant que voilà, la scène était vraiment similaire. Et par ailleurs, c'est une scène qui était clairement pas banal, même si c'est pas un critère qu'on regarde dans le cadre vraiment de la contrefaçon. Enfin, on regarde les antériorités, mais bref, je vais pas entrer dans la technicité du truc, mais là en l'occurrence c'était vraiment une copie. Après, la décision dit rien sur vraiment les contrats qu'il y avait eu entre potentiellement Pompidou et Jeff Koons. Et le studio Jeff Koons. Oui, je pense que
le musée devrait regarder certainement si voilà, il s'agit de contrefaçon. Après, c'est difficile de chercher s'il s'agit d'une contrefaçon parce que à partir d'une œuvre, oui, sur Google, il y a le reverse image qui permet parfois de trouver des photos similaires, mais après, je ne sais pas si cette photo avait été publiée, oui, visiblement, comme c'était une publicité, mais on n'en sait rien. Donc, c'est difficile de comprendre vraiment pourquoi le centre a été condamné, surtout que la décision est sur cette question-là, la décision est assez vague. En revanche, c'est vrai que dans les contrats entre les artistes et les musées, je ne sais pas exactement, puisque j'ai pas vu et que non, je ne défendais pas Jeff Koons, mais dans le cadre de ce contrat, généralement, il y a des clauses de garantie qui sont prévues, qu'il s'agisse de musée ou pas, mais à chaque fois qu'il y a un contrat entre un artiste et une société, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on conseille. Il faut qu'il y ait une clause de garantie, que l'artiste garantisse que son œuvre est originale, que son œuvre ne contrevient pas aux droits de propriété d'un tiers. Donc, c'est ce qu'on appelle des clauses de garantie. J'imagine qu'il devait y avoir une clause de garantie. En tout cas, je ne peux pas imaginer une institution comme le Centre Pompidou qui n'aurait pas pensé à ça. Donc, voilà, peut-être que le Centre Pompidou s'est ensuite retourné vers l'artiste. J'en sais rien parce qu'on n'a pas ces informations-là. Après, si la question c'est est-ce que le musée aurait dû vérifier qu'il s'agissait d'une contrefaçon? Oui, mais après, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de ça veut dire que chaque lieu d'exposition doit vérifier si l'œuvre est originale ou pas. Ça produit effectivement une complexité supplémentaire, disons. Oui, après, bon, Jeff Koons, je veux pas encore. J'ai déjà critiqué Jean-Luc Godard, donc je vais pas me mettre à critiquer Jeff Koons. Mais c'est vrai que Jeff Koons, il avait été déjà condamné pour des faits de contrefaçon précédemment. Donc, bon, voilà. Après, c'est des questions professionnelles et qui, pour le coup, sont très pratiques et moins juridiques. Donc, voilà. Et donc, il y a aussi, alors c'est toujours pareil, là, on est sur des questions plus générales, mais qui sont des questions qui intéressent nos artistes. Hein, et ils demandent souvent, voilà, il y a Gisèle Sapiro qui avait été invitée, qui est la sociologue, hein, qui pour le dictionnaire international Bourdieu, il s'avérait qu'au même moment, elle avait sorti un livre qui s'appelait Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Et vous, je vois que Corentin a des difficultés. Mais Lucie, vous êtes toujours avec nous. Corentin est revenu. Et donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste? Est-ce que c'est ce que vous prenez? Parce que j'imagine que vous avez, en dehors du conseil technique hein, que vous produisez dans le cadre de le Barreau des Arts, hein, donc l'association bénévole qui pourrait aider les jeunes artistes précaires à défendre leurs droits, mais il y a aussi des points de vue plus larges. Et j'aurais voulu savoir comment vous envisagez la chose, vous, entre cette dissociation possible ou non entre l'artiste et l'œuvre dans les différentes affaires qui ont beaucoup marqué là, donc parce que finalement on a beaucoup parlé de droit ces derniers temps dans le juridique comme l'économique sont finalement au cœur de nos sociétés hein, même si pour certains ça peut paraître ennuyeux mais ce sont des structures qui influent beaucoup sur nos façons d'être. Donc j'aurais voulu aussi votre point de vue sur ce sujet. Oui, c'est un sujet qui est un peu touchy, puisque c'est vrai qu'en ce moment, on parle effectivement beaucoup de cette question-là. Je pense qu'en tant qu'avocate, en tout cas, on peut regarder ce qui se passe juridiquement, puisque c'est vrai que vous donner notre opinion sur telle ou telle affaire, je pense que ça n'intéresse personne, et je pense on est personne pour donner vraiment notre opinion. Donc d'un point de vue juridique, purement juridique, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais pour caractériser l'œuvre, on regarde l'empreinte de la personnalité de l'artiste. Donc, en ce sens, pour juste la condition de protection, c'est en lien avec l'artiste. Donc, si on regarde vraiment est-ce qu'une œuvre est protégeable, on ne peut pas distinguer entre l'artiste et son auteur. Après, il y a aussi des nuances, puisque je crois que Corentin vous disait ça, je crois que tu as parlé, Corentin, de la durée des droits d'auteur. À la mort de l'artiste, les droits d'auteur continuent. Donc du coup, oui, en ce sens-là, on peut distinguer entre l'œuvre et l'artiste. Donc en droit, il n'y a pas vraiment de question, enfin il n'y a pas vraiment de réponse. Après,
c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, on a des règles déontologiques qui sont très importantes. On prête serment voilà, sur ces règles déontologiques parce qu'on est une profession réglementée comme d'autres, les médecins et autres. Et c'est vrai que nous, pour moins que ça, on ne pourrait plus être avocat. Pour moins que ça. Donc ça, je parle des affaires. D'accord. Voilà, bien sûr. On connaît tous les affaires Mater, voilà, Polanski, tout ça. Pour moins que des actes comme ça, on ne pourrait pas être avocat, même si ces actes ont été réalisés dans un cadre totalement privé. C'est vrai que ces règles déontologiques-là existent pour notre profession. Et donc, pourquoi pas, en fait, si on l'envisage comme ça, pourquoi pas un code de déontologie pareil pour les artistes. Donc oui, c'est pas, enfin, les artistes et le milieu de l'art au sens large. Après, voilà, je crois pas que c'est dans les tuyaux, mais pourquoi pas. Bon, j'entends très bien, oui. Effectivement, voilà, c'est aussi la distinction entre qu'est-ce qui est problématique dans l'œuvre ou qu'est-ce qui est problématique dans le comportement de l'artiste. Donc, ça, c'est quand même deux choses différentes. On avait réfléchi, il y a aussi, bon, par exemple, l'artiste peut pas être déchu de ses droits d'auteur, si vous voulez. Même s'il commet une faute grave, on peut être déchu d'autres droits. Oui, ça c'est important, oui. Et si vous voulez, donc ça montre quand même qu'à un moment, il y a une sorte de distinction qui est faite entre l'œuvre qui a une vie après la mort de l'artiste et le droit moral d'ailleurs dont on parlait, notamment ce droit au respect de l'intégrité, même après la disparition de l'artiste, il continue sur son œuvre. Voilà. L'œuvre d'ailleurs, elle tombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'à un moment, elle finit par entre guillemets appartenir à tous. Voilà. Donc bien distinguer. Ensuite, il y a aussi le droit, c'est un outil qui évolue et il ne faut pas oublier que des œuvres qui ont été par exemple interdites à une certaine époque, bon, bah, ne le seraient plus aujourd'hui ou d'ailleurs le seraient aujourd'hui. Le droit évolue. Après, les comportements des artistes qui sont répréhensibles, ils sont condamnés par d'autres tribunaux aussi. Voilà. Juridiquement, c'est vrai que je pense que Lucie avait bien résumé en termes de droit d'auteur. En tout cas, ce lien existe, peut-être au niveau de la création, de l'empreinte de la personnalité, mais il y a une dissociation qui se fait avec le temps, et notamment à la mort de l'auteur, puisque l'œuvre continue à exister, et d'ailleurs peut être ensuite, peut finalement appartenir un petit peu à tout le monde dès lors qu'elle tombe dans le domaine public. Et juridiquement, oui. au sens purement juridique également, c'est vrai qu'il y a une distinction qui est aussi faite entre si l'œuvre elle-même contient des propos ou autres qui sont litigieux, qui sont problématiques ou non. C'est vrai que en termes juridiques, c'est peut-être là aussi où serait la distinction. Le reste, c'est plus moralement et là, chacun se fait son opinion. Mais d'un point de vue juridique, ne pas juste oublier que ça sera jugé à l'aune d'une époque. Et encore une fois, voilà, l'exemple des fleurs du mal qui contrevenaient à l'époque aux bonnes mœurs ou à la morale publique, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ça serait peut-être jugé différemment. Voilà. Enfin, tout ça à replacer sous l'angle d'une époque aussi, quand même. Oui, des paradigmes. Mais je voulais, on va conclure là, puisque nous sommes à près d'une heure. J'aurais voulu... Qu'est-ce que vous pourriez dire? Donc, je rappelle que nous sommes avec Lucie Tréguier, la présidente du Barreau des Arts, et Corentin Chimel, son vice-président. Et quel serait votre dernier conseil aux artistes? J'imagine d'aller sur votre site déjà pour comprendre combien le juridique peut régler un certain nombre de difficultés de la vie, d'ailleurs, comment il structure nos vies, hein, et ce que je disais tout à l'heure, et donc on ne peut l'ignorer. Hein, mais est-ce que vous avez un conseil à donner à nos étudiants qui nous écoutent ou au public, puisque de toute façon ce talk il sera aussi en différé dès lundi ou mardi et est disponible à tous les étudiants pour qu'ils puissent le consulter. Quel serait le conseil que vous pourriez donner, vous, Lucie, vous, Corentin? Je dirais, moi, continuer vraiment à s'informer, à se renseigner, ne pas hésiter à poser des questions juridiques, ne pas avoir peur de cette frontière entre le juriste et l'artiste, puisque finalement les deux peuvent être amenés à collaborer. Et l'artiste, en tant que créateur, le plus il va être connaisseur de ses droits, le plus il sera à l'aise aussi à évoluer dans le milieu juridique, dans le milieu artistique, notamment pour les jeunes artistes. Voilà. Ça peut faire peur au début, mais finalement on se rend compte que dès qu'on comprend que c'est des choses qui sont pas seulement théoriques, mais qui sont très vite pratiques, et c'est pour ça que nous on s'attache notamment à donner des cas pratiques assez concrets quand on parle aux étudiants pour qu'ils visualisent. Ça vient, ça rentre, et on adopte des réflexes qui permettent vraiment de rééquilibrer dans le rapport de force, voilà, qui est souvent déséquilibré, surtout au début. Ça peut vraiment aider. Donc, ne pas hésiter.
Et vous, Lucie, pour conclure? Oui, je suis d'accord avec Corentin sur ce qu'il a dit. Je pense que c'est très important pour les peut-être un peu plus pratiques en tant qu'avocate, pour les artistes, de toujours bien garder la preuve de leur création. Donc de garder la preuve de la paternité de l'œuvre, mais aussi de garder la preuve de la date de la création de l'œuvre. Donc ça peut être fait par plein de moyens, voilà. Mais le fait juste de, par exemple, s'envoyer, il y a des enveloppes solo qui sont disponibles à l'INPI, le fait de s'envoyer par email, voilà. L'INPI, l'Institut national de la De la propriété intellectuelle, pardon. Oui. Et puisque les artistes, il faut peut-être qu'ils notent bien que les idées, et ça, on revient à votre question tout à l'heure, mais les idées ne sont pas protégeables en tant que telles. Donc en fait, les idées sont de libre parcours. Même quelqu'un qui a une idée brillante, s'il ne la matérialise pas de manière corporelle, en fait, s'il ne matérialise pas son œuvre, qu'il n'écrit pas son livre, mais que son livre est écrit en entier dans sa tête, qu'il ne va pas réaliser l'œuvre d'art alors qu'il sait très bien quelle couleur il va mettre, etc. Tant que l'œuvre n'est pas matérialisée, il n'y a pas de protection de droit d'auteur. Donc voilà, conservez bien la première date et la paternité sur la création. Eh bien, Lucie Tréguier, présidente du Barreau des Arts, et Corentin Chimel, vice-président du même Barreau des Arts, je vous remercie d'avoir participé à ce talk. Et puis, à bientôt, peut-être aux Beaux-Arts, puisque nous avons en ce moment une série d'actualités avec le Théâtre des Expositions. Si vous souhaitez venir en tant que professionnel, puisqu'il y a une jauge pour les professionnels, je peux évidemment vous inviter. Voilà, et à tous les événements des Beaux-Arts désormais, puisque vous serez dans notre fichier. Voilà. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine, vendredi, pour un talk avec Philippe Lançon, pour le texte qu'il a écrit sur Wolinski aux éditions des Beaux-Arts et à l'occasion de la donation des dessins de Wolinski à la collection de dessins des Beaux-Arts. Au revoir, merci. Au revoir à toutes. Au revoir.